Aujourd'hui, la capitale nationale des États-Unis d'Amérique est Washington, D.C., choisie comme site du Capitole américain par le Residence Act de 1790. L'emplacement de la ville, le long du fleuve Potomac, a été sélectionné pour sa centralité stratégique entre le nord et le sud et pour symboliser un nouveau départ pour la jeune nation. Nous en saurons plus à ce sujet plus tard. Le déménagement à Washington D.C. a été achevé en 1800, avec le président John Adams devenant le premier président à résider à la Maison-Blanche, marquant ainsi le début du rôle de la ville comme siège permanent du gouvernement fédéral. Cependant, John Adams n'était que le deuxième président des États-Unis. Alors d'où le premier, George Washington, dirigeait-il le pays? De plus, Washington, D.C., est devenue la capitale définitive des États-Unis, après que 8 autres villes aient servi de capitale temporaire avant elle. Pourquoi était-ce le cas? Et quelles étaient ces villes? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les capitales temporaires historiques des États-Unis. Notre histoire commence à la fin du XVIIIe siècle, une époque de grands bouleversements et de transformations. À cette époque, les colonies américaines, alors britanniques, luttaient pour leur indépendance contre la domination coloniale. La guerre d'indépendance, qui a commencé en 1775, était un combat pour la liberté et l'autodétermination. Mais ce n'étaient pas seulement les champs de bataille qui étaient le théâtre de l'action. Le gouvernement naissant devait toujours garder une longueur d'avance sur les forces britanniques, ce qui a entraîné une série de déplacements de la capitale nationale. Le Second Congrès continental était l'organe dirigeant qui a mené les colonies américaines pendant la guerre d'indépendance, et c'est cet organe qui avait besoin d'un siège, d'un endroit où se réunir et gouverner le nouveau pays. Petite parenthèse, au cas où vous vous demandez pourquoi le premier organe dirigeant portait le titre de second, c'est parce que le premier Congrès continental a eu lieu alors que les 13 colonies étaient encore sous domination britannique, marquant la première étape de la montée de leur mécontentement, qui finirait par mener à la Révolution. Il a officiellement déclaré que les colons devaient avoir les mêmes droits que les Anglais, et les représentants coloniaux ont également accepté de former l'Association continentale, qui appelait à la suspension du commerce avec la Grande-Bretagne. Mais revenons à ce second congrès continental qui dirigeait déjà une nation souveraine en rébellion. Réuni en 1775, ce congrès a agi en tant que gouvernement national, prenant des décisions cruciales et coordonnant les efforts de guerre. En tant que l'une des plus grandes et des plus importantes villes des colonies, Philadelphie était un choix naturel pour être la première ville à servir de capitale, et ils ont commencé à s'y réunir à partir du 10 mai 1775. Ce second congrès continental a pris des décisions monumentales, comme l'adoption de la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776. Un document qui non seulement déclarait l'indépendance des colonies vis-à-vis de la Grande-Bretagne, mais énonçait aussi les principes fondamentaux de liberté et d'égalité qui allaient de façonner la nouvelle nation. Cela a placé Philadelphie au cœur du mouvement révolutionnaire, mais l'importance stratégique de la ville en a aussi fait une cible pour les forces britanniques. Lorsque le général britannique William Howe a capturé Philadelphie en septembre 1777, le Congrès a dû fuir, mettant en évidence la position précaire du gouvernement révolutionnaire. Il est intéressant de se demander comment, si cela n'était pas arrivé, Philadelphie aurait très bien pu rester la capitale nationale pour toujours. La ville a été choisie parce qu'elle était un lieu central, peuplé et économiquement important. C'était aussi un centre d'activité et de sentiments révolutionnaires, et rien n'indique que le choix initial avait un statut temporaire au départ. Cependant, le destin en a décidé autrement. Le 20 décembre 1776, le Congrès s'est déplacé à Baltimore, dans le Maryland. Ce déménagement était une décision stratégique pour éviter la menace britannique. Baltimore offrait un refuge sûr, mais une fois les Britanniques repoussés, le Congrès est retourné à Philadelphie le 4 mars 1777. Cependant, la sécurité à Philadelphie fut de courte durée. Les Britanniques ont pris la ville en septembre, obligeant le Congrès à fuir à nouveau. Leur prochaine étape fut Lancaster, en Pennsylvanie, mais ce ne fut qu'un séjour d'une journée, le 27 septembre 1777. Imaginez le chaos de devoir sans cesse déplacer un gouvernement, son personnel et ses documents. C'était sûrement très chaotique, et il est impressionnant qu'ils aient pu faire fonctionner un pays dans de telles conditions, et encore moins, un nouveau pays en pleine guerre d'indépendance américaine. À partir de là, le Congrès s'est déplacé à York, en Pennsylvanie, où il est resté du 30 septembre 1777 au 27 juin de l'année suivante.
York offrait un emplacement plus sûr pendant que les Britanniques occupaient Philadelphie. Une fois que les Britanniques sont partis, le Congrès est de nouveau retourné à Philadelphie le 2 juillet, et y est resté jusqu'à la ratification des articles de la Confédération, en 1781. Beaucoup ont été rédigés à York, bien qu'ils aient été ratifiés à Philadelphie. Les articles de la Confédération étaient essentiellement la première constitution des États-Unis, conçue pour établir une confédération d'États souverains, avec un gouvernement central pas trop intrusif. Les principaux points étaient que chaque État gardait sa souveraineté, sa liberté et son indépendance. Le gouvernement central avait une autorité limitée, surtout en diplomatie, monnaie, défense et affaires étrangères. Cependant, il n'avait pas le pouvoir de lever des impôts, de réglementer le commerce entre les États, ou d'appliquer les lois directement aux États ou aux individus. De plus, la création du Congrès de la Confédération, le gouvernement national, qui à cette époque se composait d'une législature à chambre unique, où chaque État disposait d'une voix, quelle que soit sa taille ou sa population. Et aussi l'absence d'une branche exécutive ou judiciaire. Il n'y avait ni exécutif distinct pour appliquer les lois, ni système judiciaire national pour les interpréter. Ces fonctions devaient être laissées aux États. Après avoir été le lieu où ce nouveau document a été approuvé, Philadelphie a continué à servir de capitale, mais il ne fallut pas longtemps avant que le Congrès ne soit de nouveau en déplacement. Étrangement, cette fois, les Britanniques n'étaient pas directement en faute. En juin 1783, des soldats américains, réclamant leur solde, ont menacé le gouvernement en place, à Philadelphie. Frustrés par les promesses financières non tenues, les soldats et certains de leurs officiers ont envisagé un coup d'État pour forcer le Congrès à répondre à leurs doléances. La crise a révélé la faiblesse des articles de la Confédération, notamment l'incapacité à lever des impôts et réguler le commerce, causant des difficultés économiques et une instabilité politique, soulignant le besoin d'un gouvernement central renforcé, ce qui a mené à la rédaction de la Constitution américaine actuelle pour la remplacer. Mais cela reste à venir. Le général George Washington est intervenu, exhortant les soldats à garder confiance dans le gouvernement, ce qui a apaisé la situation. Quoi qu'il en soit, pour échapper aux troubles, le Congrès s'est déplacé à Princeton, dans le New Jersey, le 30 juin 1783, et Princeton a offert un refuge temporaire jusqu'au 4 novembre de cette année-là. Ensuite, ce fut Annapolis, dans le Maryland, où le Congrès s'est réuni du 26 novembre 1783 au 19 août 1784. Annapolis a été choisi pour sa position centrale et sa sécurité relative. C'est ici que George Washington a célèbrement démissionné de son poste de commandant en chef de l'armée continentale, un moment clé de l'histoire américaine. Ayant volontairement renoncé au pouvoir, il a établi un précédent fort pour le contrôle civil de l'armée et le transfert pacifique du pouvoir, principes fondamentaux de la démocratie américaine. Après Annapolis, le Congrès s'est déplacé à Trenton, dans le New Jersey, du 1er novembre 1784 au 24 décembre 1784. Comme lors des déménagements précédents, c'était une solution temporaire en attendant une capitale permanente. Finalement, New York est devenue la capitale le 11 janvier 1785. La ville offrait plus de commodités et était un centre commercial important. New York était restée la capitale sous les articles de la Confédération, jusqu'à la ratification de la Constitution américaine, en 1789. La Constitution américaine a instauré un nouveau cadre fédéral, aboutissant à la création du Congrès des États-Unis. Après l'adoption de la nouvelle Constitution, la recherche d'une capitale permanente a continué. Cependant, dans le cadre du nouveau gouvernement, à titre provisoire, la ville de New York a continué de servir de capitale du 4 mars 1789 au 5 décembre 1790. La ville était déjà bien établie, ce qui en faisait un choix logique pour la jeune nation. Mais comme vous le savez, l'histoire ne s'arrête pas là. La loi sur la résidence de 1790 a désigné Philadelphie comme capitale temporaire pendant qu'une nouvelle ville fédérale était en construction le long du fleuve Potomac. C'est étrange que ce changement ait eu lieu. New York était capitale temporaire. Pourtant, le gouvernement a voulu déménager vers une autre capitale temporaire avant de s'installer dans la capitale permanente. Ainsi, Philadelphie, la première capitale des États-Unis, a de nouveau servi de capitale du 6 décembre 1790 au 14 mai 1800, la dernière des capitales temporaires du pays. Peut-être que ce retour temporaire là-bas n'était qu'un geste symbolique, mais on peut spéculer sur quelques raisons. Pour des raisons de sécurité et de logistique, Philadelphie était un endroit plus sûr et mieux établi pour mener les affaires de la nation. Elle offrait de meilleures infrastructures et hébergements pour le gouvernement, et était plus centrale, donc plus accessible aux représentants des différentes régions. De plus,
Il y avait à l'époque d'importants problèmes de santé et sociaux à New York, qui pouvaient perturber le fonctionnement du gouvernement, comme une épidémie de fièvre jaune en 1790 qui a créé un environnement malsain. Cette préoccupation de santé publique a sans doute influencé le déménagement à Philadelphie. Lors de sa dernière période en tant que capitale, Philadelphie était un centre animé d'activités politiques. C'est ici que la Déclaration des droits a été ratifiée en 1791, garantissant des libertés fondamentales aux citoyens américains. Pendant ce temps, la nouvelle capitale, Washington DC, était en construction. Comme je l'ai mentionné au début, l'emplacement de la ville le long du fleuve Potomac a été choisi pour sa centralité stratégique entre le nord et le sud. Mais ce n'était pas seulement un joli symbole. Derrière cela, il y avait un véritable compromis politique. La décision a été négociée entre Thomas Jefferson, Alexander Hamilton et James Madison, trois figures très connues de l'histoire américaine. Hamilton voulait que le gouvernement fédéral reprenne les dettes des États après la guerre d'indépendance, soutenue par de nombreux dirigeants du Sud. En échange du soutien des États du Sud, il fut décidé d'installer la nouvelle capitale dans un lieu plus central, équilibrant ainsi les intérêts du Nord et du Sud. Nommée d'après George Washington, la ville a été conçue pour être le siège permanent du gouvernement fédéral, un terrain neutre n'appartenant à aucun État. On ajoute souvent DC lorsqu'on en parle, car cela fait partie de son nom officiel, Washington, District de Columbia. Le terme district indique que Washington DC n'est pas un État, mais un district fédéral distinct. La Constitution des États-Unis, dans l'article 1, section 8, accorde au Congrès le pouvoir de créer un district fédéral distinct des États, pour servir de capitale nationale. Cette disposition a été conçue pour garantir que la capitale ne ferait partie d'aucun État et serait sous la juridiction directe du gouvernement fédéral. On dit que le nom Columbia a été choisi pour honorer Christophe Colomb, l'explorateur italien souvent considéré comme le premier Européen à être arrivé en Amérique. Conçue par l'ingénieur français Pierre-Charles L'Enfant, la ville a été imaginée comme une capitale grandiose et ordonnée, reflétant les aspirations de la nouvelle nation. Lorsque le gouvernement s'est finalement installé en 1800, la ville était encore en plein développement. Ainsi, le 17 novembre 1800, Washington DC est officiellement devenue la capitale des États-Unis. Ce déménagement a marqué la fin du parcours de la capitale et le début d'une nouvelle ère nationale. Malgré des débuts modestes, Washington DC a rapidement grandi. La guerre de 1812 a vu la ville incendiée par les forces britanniques, mais elle a été rapidement reconstruite, symbolisant la résilience et la détermination de l'esprit américain. On trouve même une peinture emblématique de la Maison Blanche en flammes de cette époque. Aujourd'hui, Washington DC se dresse comme un témoignage de la démocratie américaine, et aussi comme un pan de l'histoire illustrant le transfert de la capitale de toutes ces villes vers Washington. La Maison Blanche, le Capitole et de nombreux autres bâtiments emblématiques servent de rappel de l'histoire de la nation et de son parcours continu. De Philadelphie à Washington DC, le parcours des capitales américaines reflète les premières années tumultueuses des États-Unis. Chaque déplacement répondait à la nécessité, à la sécurité et aux besoins d'une jeune nation en quête de sa place dans le monde. Philadelphie, Baltimore, Lancaster, York, Princeton, Annapolis, Trenton, New York et enfin Washington, DC. Chacune de ces villes a joué un rôle crucial dans la formation et le développement des États-Unis. Elles étaient de plus que de simples lieux. Elles étaient témoins de l'histoire, chacune contribuant à l'histoire de l'indépendance et de la gouvernance américaine. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode, et à bientôt pour plus de General Knowledge.